Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité pratique l'athlétisme. Il s'agit de Florian Carvalho. Salut Florian, comment tu vas? Salut à tous, je vais très bien, merci. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté ton invitation et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Ah bah j'en doute pas. Bah écoute, on va démarrer tout de suite cet épisode alors. Alors, donc on va commencer par une question très simple. Où et quand tu es né? Alors, je suis né en 1989, le 9 mars exactement, à Fontainebleau, donc dans le sud de la Seine-et-Marne. Alors, je vais te poser des petites questions sur le sport. Toi, tu as commencé le sport à quel âge? Et est-ce que tu as débuté tout de suite par l'athlétisme ou tu as fait d'autres pratiques avant? J'ai commencé à 6 ans l'athlétisme, mais pas avec le judo. Après, de 8 ans à 11 ans, j'ai fait encore de l'athlé avec du rugby. Et après, j'ai fait que de l'athlétisme de 11 ans jusqu'à maintenant. C'est un peu un parcours atypique parce que dans tous les athlètes, on va dire de haut niveau en athlétisme, souvent, ils viennent d'autres sports et ils commencent un peu plus sur le tard. Donc, on va dire que je suis un peu l'exception à la règle, entre guillemets. Ouais, du coup, à 6 ans, c'est toi vraiment qui as dit à tes parents, moi je veux faire de l'athlétisme ou c'est eux qui t'ont un Non, peu poussé vers. mon père, mes grands-parents étaient des athlètes, mais amateurs, sans sans niveau exceptionnel. Et ma sœur pratiquait l'athlétisme avec une de ses copines. Et au lieu de rester chez moi à rien faire, je lui ai dit, bah tiens, je vais venir avec toi. Et depuis ce jour-là, je suis resté à l'athlète. Voilà l'athlète que je suis devenu grâce, on va dire, à un coup du sort, parce qu'à la base, c'était pas prévu que je suive ma sœur à cet entraînement, quoi. Toi, on te connaît plus maintenant pour les marathons, les 10 kilomètres. Enfin, je parle vraiment Ouais. actuellement. Mais toi, au départ, tu es né sur la piste, en fait. C'est là vraiment que tu t'es révélé, notamment sur ce qu'on appelle l'épreuve reine, les 1500 mètres. C'est quoi les qualités pour toi pour être un bon coureur de 1500 mètres? Sachant que tu es un bon coureur de 1500 mètres, je le rappelle quand même, tu as été quatre fois champion de France, c'est ça? Ouais, après, je suis un bon coureur. Plus maintenant, j'ai été un bon coureur de 1500 mètres, tout simplement parce que j'ai arrêté de faire les entraînements pour. Hein. Après, les qualités qu'il faut pour être un bon coureur de 1500 mètres, il faut être endurant quand même, il faut avoir une certaine caisse et il faut être rapide. Donc, en gros, ça demande, on va dire, toute la panoplie, on va dire, d'un demi-fondeur complet. Pour moi, les 1500 mètres, c'est l'épreuve reine de l'athlétisme. Après, je dénigre aucunement les autres distances. La preuve, j'en fais d'autres. Voilà, c'est une distance qui m'a toujours plu et qui me plaît encore à regarder. Mais voilà, on va dire, j'ai tourné la page et je me suis orienté maintenant sur de plus longues distances, donc 10 000 mètres, semi-marathon, marathon. J'ai arrêté le 1500 mètres en 2018 pour pouvoir avoir un peu plus d'expérience sur ces longues distances et être vraiment performant en 2024 pour les Jeux de Paris, quoi. Hmm. Ouais, donc justement, là, comme tu dis, tu es passé sur marathon. Comment se passe ta préparation? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Tu fais combien de kilomètres? Est-ce que tu fais d'autres sports aussi, des sports portés? Je sais pas, comme la Ouais. natation, le vélo. On va comparer au 1500 mètres, donc forcément je fais un peu plus de kilomètres, mais j'étais déjà quelqu'un qui faisait quand même beaucoup de kilomètres quand je faisais du 1500 mètres, j'étais à peu près vers 120, 130. Après, là, maintenant, je suis plus vers 170, 190, ça dépend des semaines. Et c'est pas parce que je fais du marathon maintenant que j'ai augmenté, on va dire, ma durée hebdomadaire en entraînement. Par contre, j'ai augmenté le kilométrage parce que il y a moins de temps de pause, il y a moins de tout ça, quoi. Ouais. Et justement, là, tu vois, sur des distances comme ça, moi, je me demande toujours, bah, à quoi tu penses? Parce que tu vois, quand tu étais pistard sur 1500 mètres, bon, au final, c'est assez court. Là, sur un marathon, voilà, 2 heures environ, un peu plus. Est-ce que tu es aussi focus vraiment sur la course, tes adversaires, tu as tous les trucs, ou est-ce que tu divagues un peu quand même? On va dire sur 1500 mètres, quand même, tu débranches le cerveau, mais tu es quand même attentif, tu surveilles parce que c'est quand même une course nerveuse. Faut être bien placé, faut réagir au bon moment, faut pas laisser forcément prendre 2-3 mètres. Là, c'est une course, on arrive quand même à un niveau qui est relativement proche entre tout le monde. Et sur une distance si courte, les détails ont encore plus d'importance que sur des distances un peu plus longues où on peut laisser un peu plus le temps et voir les choses venir. Après, à contrario, sur le long, c'est comme tu l'as dit, c'est que tu as beaucoup de passages, on va dire, de doute ou des moments où tu te dis, ah, finalement, je suis pas très bien. C'est la magie du marathon, en fait. On oscille comme ça entre des passages très bien, bien et des passages moins bien. Et plus on va vers l'arrivée, plus on a de passages moins bien que bien. C'est plus, on va dire, psychologiquement, on se met à douter parce que
c'est un peu le stress, un peu tout ça, un peu l'événement qui fait que on se dit qu'on n'y arrivera pas, alors qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas si on a fait la prépa et tout ce qu'il fallait, quoi. Alors, j'aimerais parler un peu avec toi de ta vie de famille. Tu vas me dire si je me trompe. Tu as donc une femme, tu as deux enfants, donc une petite fille et un petit garçon, c'est ça? J'ai bien une femme, j'ai bien 2 enfants, sauf que oui, dans l'ordre, ça fait un garçon et une fille. Mais oui, c'est D'accord. Donc voilà. Et je voulais savoir comment ça se passe. Parce que tu vois, toi, tu as quand même des entraînements. Tu pars aussi des fois dans d'autres pays pour faire des compétitions. Est-ce que c'est facile de combiner vie de famille et vie de sportif? Et aussi, est-ce que tu arrives facilement à switcher, je vais dire ça comme ça. Par exemple, tu vois, si tu reviens d'une course déçue, est-ce que tu arrives facilement ouais, à switcher pour ne pas montrer en gros à ta famille que tu es déçu et aller avec tes enfants, sourire, etc. Passer à autre chose, quoi. ouais. Bah, on va reprendre dans l'ordre. Donc, du coup, au niveau de l'investissement, oui, c'est sûr que ça demande beaucoup de sacrifices, même au niveau de la famille. Donc, comment j'arrive à pouvoir m'entraîner et à gérer tout ça? Bah, j'ai quand même une femme qui est un peu extraordinaire et qui permet de pouvoir m'entraîner. Après, j'ai changé aussi de distance pour ça, parce que le 1500 mètres, il fallait être vachement nerveusement, ça demande beaucoup d'influx nerveux, etc. Et avec les 2 enfants, honnêtement, quand ils étaient jeunes, je pouvais plus, quoi. Nerveusement, ils me prenaient tout. Après, et vu mon projet était de finir ma carrière sur marathon, on a fait le choix de monter peut-être un peu plus tôt que prévu. Et ça se passe très bien. Voilà, c'est une organisation, une gestion. Là, j'ai la chance que mes 2 enfants sont rentrés à l'école cette année. Je les dépose à l'école tous les matins et puis après, je vais m'entraîner, je les récupère, on mange, je les redépose à l'école, je peux faire la sieste. Et voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on va dire, c'est tous les parties du soir où les lundis, mardis, jeudi, vendredi soir, où c'est quand même madame qui gère les repas et les bains et puis la mise au coucher si j'arrive à rentrer, quoi, si je rentre pas trop tard. C'est moi qui peux les faire, mais sinon c'est ma femme. Donc les samedis, souvent j'ai repos, donc j'en profite pour être avec mes enfants, faire plein de choses avec eux. Donc là-dessus, je pense que c'est plus une force en fait, et ça te fait relativiser on va dire des échecs entre guillemets ou des contre-performances, parce que tu te dis il y a pire que ça dans la vie et que finalement, tu as quand même de la chance d'avoir 2 beaux enfants en pleine santé et qui t'attendent et que pour eux, finalement, le seul truc qui compte, c'est que tu sois présent, quoi. Donc, ça m'a remis vachement les pieds sur terre, en fait. Ouais, c'est une force en plus, je vois, ok. J'aimerais parler d'un autre sujet avec toi, le dopage. Là, en ce moment, il y a une autre forme de dopage qui a fait son apparition depuis quelques années, c'est le dopage technologique, avec les nouvelles chaussures, avec des plaques de carbone. Euh, J'aimerais savoir, toi, ton avis là-dessus. Et Bah, aussi, je voudrais savoir, parce que toi, sûrement, t'as déjà utilisé des chaussures avec des plaques de carbone. Est-ce que l'amélioration du chrono est réelle avec ces chaussures, vraiment? L'amélioration du chrono, elle est indéniable et il n'y a pas photo. Et c'est sûr qu'elle apporte la chaussure. Alors, on fait 30 bornes avec ces chaussures-là. Le lendemain, tu arrives à courir normalement sans trop avoir de séquelles, voire aucune séquelle. Alors que tu fais 30 bornes avec les anciennes chaussures, tu sens que tu as couru 30 bornes la veille quand même. Donc, voilà, là-dessus, ça permet en fait d'enchaîner les kilomètres, d'enchaîner les séances qui sont plus rapprochées parce que tu as moins d'impact, moins de douleur musculaire. Donc, ça fait que tu t'entraînes un peu plus et du coup, tu arrives avec plus d'armes en compétition. Donc, c'est un tout qui fait qui amène la performance à progresser. Mais tout ça, c'est dû aux nouvelles technologies des chaussures. Ce qui était dérangeant au début, c'est qu'il n'y avait pas de règles et qu'au final, il n'y avait qu'une marque qui les avait. Donc, c'est sûr que ça pouvait créer des différences. Maintenant, ça a été acté. C'est comme ça. Du coup, on va les utiliser et puis on va courir avec. Il y a plus à polémiquer en fait. Hmm. La règle voilà, il y a une règle qui a été mise. Tous ceux qui disent que ça ne leur apporte rien, honnêtement, soit ils n'ont pas assez couru, soit il faut qu'ils les remettent, qu'ils comparent, quoi, parce que Hmm. il y a pas photo pour moi. Je vois, je vois. Alors, je voudrais aussi te demander quelque chose. Toi, tu t'entraînes souvent avec des jeunes. J'ai vu un peu avec des jeunes très prometteurs. Hein, Louis Lavert, qui a fait les JO sur 3000 mètres steeple. Yannick Elaf. Je crois que tu t'entraînes aussi un peu avec Mehdi Frère, non, quelquefois? Les 10 frères, ouais, il vient un peu rarement, quoi. Moins, on le voit moins souvent, mais oui, Ah, il vient du même groupe. Après, il y ouais. a Antoine Sénat. Après, il y a pas mal de Voilà. monde Donc, dans le des groupe. jeunes qui montent et qui ont un bel avenir, je pense. Alors, je suppose que faire des séances avec eux, toi, c'est bénéfique aussi pour toi. Ça te permet peut-être un peu sur certaines séances de te pousser un peu dans tes retranchements. Mais j'aimerais savoir aussi si est-ce que tu as un rôle avec eux de, entre guillemets, un peu de grand frère ou tu les conseilles sur la manière peut-être de gérer une carrière, sur les moyens pour supporter la pression, les choses à faire, à ne pas faire. Vu que toi, tu as plus d'expérience qu'eux.
Bah, après, forcément, ouais, je leur donne mon expérience, je leur donne mon point de vue sur pas mal de choses, sur comment moi j'aborde, comment je fais, etc. Mais, euh, mais après, voilà, la clé reste quand même un sport individuel. Et si la personne ne veut pas s'investir à 100%, elle ne veut pas faire les choses, il n'y a pas de miracle, quoi. Tu ne peux pas être tout le temps derrière son dos à 100%. Donc voilà, quand je dis, je leur fais part de mes ressentis, de ce que je vois. Je leur dis que là, ils partent en vrille ou qu'ils font n'importe quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je sais leur dire. Et voilà, on va dire, je suis un grand frère, entre guillemets, mais je ne suis pas là à les surveiller, à leur dire, ouais, fais pas ci, fais pas ça. Je leur dis juste, si tu fais ça, moi, je te dis, c'est pas bien, c'est pas bon. Après, fais si tu as envie de faire. Je suis pas leur père, quoi. Et là-dessus, oui, effectivement, après, pour l'entraînement, oui, pour moi aussi, c'est une aide parce que maintenant, sur tout ce qui est plus court, déjà, ils allaient plus vite que moi avant à la base, mais sur tout ce qui était résistance, tout ça, je les tenais avant. Maintenant, sur la VMA, ils m'aident à chaque fois parce que j'ai perdu en VMA, forcément, vu que je suis du long, je suis moins rapide. Donc là-dessus, c'est bien. Et puis après, sur le long, c'est moi qui les aide. Et ça crée une bonne émulation parce que tout simplement, on arrive à s'entraîner ensemble. C'est plus, voilà, je leur fais comprendre que l'athlète aussi, c'est bien, qu'ils ont les qualités pour, mais que les qualités, au bout d'un moment, ça ne fait pas tout. Donc, ils ont la chance d'avoir beaucoup plus de qualités que moi à la base, d'être forts. Mais ils ont beaucoup à apprendre sur l'entraînement et sur la rigueur et la régularité de l'entraînement. Alors, on va remonter quelques années en arrière. J'ai repris une petite phrase que tu avais dit dans un entretien accordé à Libération. Après, les gens disent c'est génial, tu gagnes de l'argent pour courir, certes. Et quand on voit ce qu'il faut se mettre dans la vue, on se dit que ce n'est pas cher payé. C'est encore un problème qui est d'actualité. Et justement, est-ce que tu penses que, tu vois, s'il y avait plus d'aide de la part de la Fédé, s'il y avait une meilleure répartition des prize money, enfin, tout un ensemble, est-ce que tu penses que ça permettrait de professionnaliser encore un peu plus la discipline et peut-être permettre à un Français de rivaliser avec les meilleurs enfin, est-ce que tu penses que ça passe par là, quoi? Après, on est quand même aidé, on est quand même. Faut pas tout dénigrer, hein, ça a quand même un peu évolué. Moi, par exemple, j'ai bénéficié avec la fédération quand j'ai fait vice-champion d'Europe et finaliste mondial en 2013. J'ai eu la Ligue Pro. En fait, la Ligue Pro, c'est pendant 12 mois, tu es assuré d'avoir un SMIC. Donc moi, vu que j'étais déjà salarié avec la ville de Nemours, j'avais un droit d'image. Donc on va dire j'avais 800 € en plus par mois grâce à la Ligue Pro, qui est quand même, c'est la Fédé en fait, la Ligue Pro. Et ça remet tout le temps en cause, tous les ans. Il faut que tu montes ton état de forme, sinon, une blessure ou quoi, tu la perds ta Ligue Pro. Donc en gros, c'est ce que je dis, c'est que tu peux gagner de l'argent, mais c'est vachement quand même sur des choses précaires. C'est vraiment temporaire, c'est vraiment aléatoire. C'est pas un truc que tu peux pas te dire, vas-y, là sur 4 ans, je suis vraiment sûr, sauf si tu as vraiment un soutien extérieur qui t'accompagne. Voilà, parce que les contrats de sponsoring, souvent, ils te suivent sur les Olympiades, mais c'est pas tout le monde qui a des bons contrats. Bon, moi, c'est pas mon cas, j'ai la chance d'avoir un petit financier avec Adidas, et je m'en plains pas et je les remercie, mais voilà, je sais que c'est pas tout rose pour tout le monde, et c'est ce qui est un peu dommage, on va dire, c'est que à la base, on fait des sports où il y a un chrono, où il y a des perfs, et c'est pas forcément toujours ça qui parle. Et c'est comme ça, c'est le nouveau marketing, c'est on va dire, le nouveau commerce, quoi. Donc, alors, on a la première question de Nora qui te demande si, après plusieurs médailles d'or, est-ce que la victoire est toujours aussi belle? Ça dépend quelle médaille d'or. Après, oui, j'ai eu plusieurs titres. Après, voilà, on va dire, j'ai jamais eu la chance de goûter à une médaille d'or, rien qu'au si, championnat d'Europe de cross, etc., chez les jeunes, mais sur piste, j'ai jamais eu de médaille d'or, j'ai eu une médaille d'argent. Après, je reviens là-dessus, c'est que moi, je suis quand même un passionné à la base d'athlète. Et tous les jours, l'hiver, surtout l'hiver, à chaque fois quand on part courir, à chaque fois, je me dis, j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime et de vivre, entre guillemets, de mon sport. Et quand je vois que je vais courir, et je dois courir même 1h30 ou 2 heures quand il fait -5, je me dis, il y en a, ils travaillent tous les jours sur un chantier et c'est toute la journée et il fait -5. Donc toi, tu vas pas te plaindre, dans 2 heures, tu retournes au chaud. Donc, donc là-dessus, voilà, moi, on va dire, déjà, c'est que je suis un passionné et j'aime ce que je fais. Et du coup, je veux toujours m'améliorer et toujours essayer d'améliorer mes records et mes performances. Alors, deuxième question, c'est Thomas. Lui, il te demande si on te demandait de définir le terme athlète dans un dictionnaire, quelle serait ta définition? Un athlète, pour moi, c'est persévérance, rigueur, entraînement et partage, quoi, entre guillemets. C'est souvent un athlète tout seul, c'est rien. Souvent, il y a une équipe derrière, il y a un coach, il y a d'autres athlètes qui sont peut-être moins forts, mais c'est tout un groupe, c'est toute une émulation qui fait que ça porte un athlète. La rigueur,
comme je disais, une saison, tu t'entraînes d'un point A à un point B. Et c'est pas juste sur 3 mois, quoi. C'est vraiment sur toute l'année. Et partage, parce que si tu partages pas ton épanouissement et ta passion avec d'autres personnes, ça devient triste. Donc voilà comment je le définirais. Alors, dernière question, c'est Alexandre, lui, qui te demande la course ou la compétition qui t'a laissé le plus de regrets sur l'instant et pourquoi? Le tout premier, le plus de regrets, c'est une course. Donc ça remonte, hein. C'est la seule fois où j'ai abandonné, on va dire, en compétition. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai abandonné. Et du coup, là-dessus, c'est une grosse frustration. Et pour moi, c'était vraiment un échec. J'ai été venu courir à 3000 mètres à Savigny-le-Temple. Donc, c'est en octobre. C'est une petite compétition automnale juste à la reprise. Et donc, je revenais des championnats du monde de KD. J'étais KD2, donc c'était le monde junior, mais moi j'étais KD2. Et en fait, je faisais un 3000. Et en gros, les speakers avaient annoncé que je venais pour faire le record de France, etc. Sauf que en fait, j'avais jamais annoncé que je voulais faire le record de France. Et du coup, en fait, ça m'a mis une pression énorme. Je suis parti sur les bases du record de France. Et au final, dans la tête, j'ai complètement craqué. Je me suis arrêté. Et, je me suis excusé au micro tellement que j'avais honte de moi de m'être arrêté. Mais en gros, là, ce jour-là, j'étais pas du tout dans l'optique, je pense, de venir faire une grosse coupe. J'étais pas préparé. Et le fait que qu'il monte le bourrichon comme ça au micro, qu'il y ait des gens autour, ça m'a fait vriller. Et c'est la seule fois où j'ai abandonné une course, on va dire, autre que sur problème musculaire ou physique. Parce que là, j'avais vraiment rien. C'est juste la tête qui a lâché. Et j'en étais très déçu. Et je me suis juré de ne plus jamais abandonner une course, sauf si j'étais blessé. Après, il y a quand même celles des deuxièmes Jeux Olympiques à Rio, où je me fais sortir en série. C'était dur sur le moment. Et puis, tu te remets en question. Je me suis vachement remis en question et me demandais est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Et j'ai rebondi dans un autre groupe. C'est là où je suis arrivé après dans le groupe du pôle de Fontainebleau avec tous ces petits jeunes. Et puis voilà, quoi. Puis l'aventure a continué et c'est reparti de plus belle. Plus série. En ce moment, là, je viens de finir la Casa del Papel. La musique qui me procure on va dire des petits frissons à chaque fois que j'entends, c'est la musique de Pirates des Caraïbes, tout simplement parce que c'est la musique qui a été passée lors de mon premier titre de champion d'Europe de cross à Bruxelles. Et du coup, à chaque fois que j'entends cette musique, j'ai des petits poils qui s'hérissent et du coup, j'aime bien cette musique du coup. Ou Paris-Brest, chocolat, tout ce qui est moelleux au chocolat, tout ça. Mais après, tout ce qui est à base chèvre-miel aussi, j'aime bien, les trucs comme ça. Souvent, les vacances d'été, j'aime bien aller dans les Landes, quoi. C'est un endroit que j'aime bien. J'ai des passions, on va dire, c'est que j'aime bien me retrouver entre amis, faire des petites soirées, et puis j'aime bien les jeux de société, un peu tout ce qui est jeux de société, faire des petites soirées comme ça. J'ai eu la chance dans 2003, pendant les championnats du monde à Paris, d'être dans un stage minime au niveau de la LIFA. On a eu la chance d'aller au stade, de voir les compétitions pendant 2 jours. J'ai vu la finale de Mehdi Bala, donc forcément, déjà j'aimais bien le 1500 mètres, mais de voir ça en direct, l'ambiance dans le stade, j'ai adoré le 1500 mètres, mais ça m'a donné envie de vivre ce qu'il a pu vivre ce jour-là. Il me semble qu'il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Donc voilà, c'est une phrase même pour tout dans la vie, je pense que ça fait relativiser. C'est beau de finir dans les étoiles quand même. En tout cas, Florian, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était très sympa de t'écouter, d'écouter toute ta carrière, la vision que tu as de l'athlétisme, d'entendre parler des jeunes, etc. et de tes objectifs qui sont élevés, parce qu'en ligne de mire, tu as évidemment Paris pour terminer peut-être sur ton dernier marathon. Et puis c'est à domicile, quoi. Du coup, j'aurai ma famille. Ça serait un bon moyen de les remercier et de leur faire honneur de pouvoir finir sa carrière à domicile et que tout le monde soit présent, quoi. Merci beaucoup, Florian. Je te remercie. C'était bien. C'est cool. Allez, salut. Ciao, bonne journée à toi. Meeting, c'est des rencontres, du partage, de la passion. Donc, abonnez-vous.